Un match, oui, quel ascenseur émotionnel. Mener au score, se faire rejoindre, se retrouver en infériorité numérique, être mené à son tour, pour finalement arracher l'égalisation dans les dernières secondes. Un scénario complètement fou. Beaucoup de buts comme on pouvait s'y attendre, mais je ne pensais pas que le dramaturgie atteindrait un tel niveau. Ceux qui ont vu ma vidéo d'avant-match auront sans doute reconnu la préparation tactique minutieuse d'Amorim. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Observez le pressing de Manchester United sur ce match. On est loin du pressing tout-terrain et de l'agressivité à la perte du ballon que l'on a pu voir par le passé. Amorim a fait le choix de démarrer avec un bloc bas dans le but évident de sonder l'adversaire. Ce n'est que sur des phases de jeu arrêtées comme les relances de Tottenham que l'on a vu une relative intensité. Certains ont pu dire qu'Amorim devenait plus conservateur, qu'il optait pour une approche plus passive. Je ne suis pas entièrement d'accord, mais je comprends pourquoi cette impression a pu naître. Regardez le 11 de départ, la composition alignée. Ruben Amorim est conscient d'une vérité qui n'est pas toujours agréable à admettre. Manchester United n'est pas aussi performant à l'extérieur qu'à domicile. Par conséquent, la titularisation de Harry Maguire et surtout le choix de préférer Noussair Mazraoui à Amad Diallo au poste de piston, Amad étant positionné plus haut en soutien, envoyait un message d'une clarté absolue. Nous allons accepter de défendre un peu plus bas et attendre les situations de contre. Personnellement, j'apprécie beaucoup cette approche. Je veux voir un Manchester United avant tout compact et surtout intransigeant sur le plan défensif. Ruben Amorim de son côté sentait manifestement qu'à l'heure actuelle, la meilleure manière d'obtenir un résultat était d'abord de bétonner. Ne méprisez pas cette approche, elle n'est pas sans rappeler celle adoptée face à Liverpool. Et c'est ce que United a fait en s'organisant dans un 5-4-1. Ils ont délibérément cédé la possession. Mais la pression fut plus intense que je ne l'imaginais. Durant les 20 premières minutes, Tottenham a confisqué le ballon à près de 80%. Amorim a clairement lancé un défi aux Spurs. Essayez donc de percer notre défense. Et il faut bien admettre que durant la majeure partie de la rencontre, Tottenham n'y est pas parvenu. Amorim avait parfaitement étudié les forces de Tottenham. Comme nous l'avions évoqué dans l'analyse d'avant-match, leur flanc droit est leur principal atout avec plus de 40% de leurs offensives et de leur circulation de balles qui y transitent. Quel a donc été le plan d'Amorim observant le couloir gauche de Manchester United? Souvenez-vous, la semaine dernière, ce flanc était handicapé par la présence de 3 droitiers. Un déséquilibre fatal. Mais cette semaine, changement de décor, les 3 joueurs occupant cette zone étaient tous des gauchers. Bryan Mbeumo a été décalé sur l'aile gauche et Patrick Dorgu a été titularisé au poste de piston. L'effet de ce réajustement a été quasi immédiat. Il nous a rendus bien plus dangereux dans ce couloir. Les combinaisons sont devenues plus rapides, plus fluides et vraiment efficaces. C'est logique. Quand Mbeumo, un gaucher, reçoit le ballon sur l'aile gauche, la passe devient plus facile, ou du moins plus rapide, pour un Patrick Dorgu également gaucher qui se projette. Le ballon s'enroule de manière plus avantageuse pour le receveur. Fini les contrôles fastidieux pour se remettre sur son bon pied. Tout est devenu plus naturel. Un petit ajustement mais un pas en avant structurel très important. Les plus observateurs auront noté le positionnement de Dorgu et de Luke Shaw parfaitement adapté à ce match. J'ai même eu le sentiment que par moments, Patrick Dorgu évoluait comme un véritable défenseur central gauche. La couverture défensive était excellente. Cela a permis à Luke Shaw de se projeter avec confiance pour prêter main forte au milieu de terrain ou pour couper les contres rapides de Tottenham. Voici la heatmap de Luke Shaw. Et voici celle de Patrick Dorgu. Ne vous fiez pas à leurs notes. Pour quiconque a regardé l'intégralité de la rencontre, l'apport de ces 2 joueurs est indéniable. Patrick Dorgu en particulier a livré un match superbe, verrouillant complètement le couloir droit de Tottenham. Il y a un point, et je ne sais pas s'il était intentionnel de la part d'Amorim, mais on a vu les 2 équipes densifier le même côté du terrain. C'était fascinant de voir cette volonté délibérée de créer du surnombre. J'ai vraiment pris du plaisir à observer cette séquence. Manchester United a tenté de monter son bloc avec Kuna et Mbeumo, formant un duo d'attaque pour forcer l'adversaire d'un côté. Oui, il y a eu quelques récupérations de balles intéressantes. Mais globalement, on avait l'impression que les 2 équipes se connaissaient trop bien et la bataille pour les seconds ballons dans l'entrejeu était d'une férocité incroyable. Mais
Au milieu de ce chaos tactique, au milieu de ce pragmatisme, il y a un point positif. Un point très important sur lequel je dois féliciter Amorim. Il a résolu le problème qui m'inquiétait avant le match, il a cessé de faire jouer Mbeumo et Amad dans la même zone. Nous avons beaucoup parlé, et à juste titre, de l'association entre Bryan Mbeumo et Amad Diallo sur le flanc droit, de leur permutation, de leur capacité à créer le surnombre quand ils évoluent dans la même zone. Mais sur ce match, ce qui m'a le plus interpellé, le véritable point d'intérêt tactique, c'est de les avoir vus briller en étant éloignés l'un de l'autre. L'un à gauche, l'un à droite. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils ont continué à se trouver, à créer des moments décisifs. Décortiquons le but de Bryan Mbeumo. Quelle est sa genèse? Une passe d'Amad Diallo. Mbeumo, tête. Un joueur d'1m73 qui s'élève pour marquer de la tête entre deux colosses Romero et ses 1m85 et Van de Ven et son 1m93. Comment est-ce possible? La clé n'est pas dans le duel physique. Absolument pas. À ce jeu-là, la défaite est assurée. C'est une bataille d'intelligence, une question d'espace et de timing. Revenons sur l'action dans sa globalité. Sur une première situation, un centre de Dorgu au milieu d'une forêt de maillots de blanc, le ballon parvient tout de même à Mbeumo. Sa reprise malheureusement fut plus comique qu'efficace. Sur la deuxième action, celle du but, il y a encore plus de joueurs de United dans la surface. Mais le ballon trouve encore Mbeumo. Regardez bien. Amad Diallo est en possession du ballon sur l'aile droite. Et à l'exact opposé, Mbeumo ne reste pas statique? Non. Il ne plonge pas tête baissée dans la surface pour défier les centraux. Il initie un léger mouvement de recul, une course en contre-appel pour se créer cet espace vital. Il ne cherche pas à sauter plus haut. Il cherche à être au bon endroit, au bon moment, là où personne ne l'attend. Et Amad sa passe n'est pas un centre à l'aveugle, une simple prière envoyée dans la boîte. Non. C'est une passe chirurgicale, un ballon piqué, à la trajectoire parfaite déposée précisément dans la zone que Mbeumo attaque. Ce n'est pas une passe sur un joueur, c'est une passe dans l'espace. Leur connexion ne se résume plus à des 1-2 dans les petits périmètres. Elle a évolué. C'est devenu une compréhension mutuelle de l'espace et des déplacements, même lorsqu'ils sont séparés par 50 ou 60 mètres. Plus tard, sur une autre action de contre, c'est Mbeumo, cette fois qui trouvera Amad d'une passe qui casse les lignes. C'est le signe de quoi? C'est le signe de joueurs qui ne se contentent pas de jouer, mais qui lisent le jeu. Ils comprennent les notions d'espace et de timing. Un court instant pour analyser la situation et la passe-part pour lancer Amad dans sa course. Et quand vous possédez deux attaquants qui pensent des temps sur la même longueur d'onde, vous n'avez plus seulement des individualités de talent. Vous avez une arme. Une véritable arme. Et si vous pensiez qu'après une première mi-temps aussi maîtrisée, Thomas Frank allait subir, sans réagir au retour des vestiaires, vous vous trompiez lourdement. Durant les 15 minutes de pause, une question m'a taraudé. Une véritable inquiétude. Manchester United allait-il être capable de maintenir cette concentration, cette discipline tactique, notamment dans les premières minutes cruciales de la seconde période? Avait-il tiré les leçons du match nul face à Nottingham Forest? Et j'étais aussi très curieux. Thomas Frank, qu'allait-il faire? Quel ajustement allait-il proposer pour reprendre la main? Ce qui s'est produit ensuite, je dois l'avouer, même moi je ne l'avais pas totalement anticipé. Thomas Frank n'a pas fait qu'un simple ajustement. Il a complètement inversé le jeu de Tottenham. Wilson-Odobert est entré en jeu. Et instantanément, presque immédiatement, tout le poids offensif des Spurs a basculé. Fini le flanc droit de Brennan Johnson. Désormais, le jeu passait systématiquement par le couloir gauche avec des centres rentrants vicieux et dangereux. Un coup de poker totalement inattendu. Le match déjà riche en rebondissements n'a pas seulement basculé sur un coup de génie tactique de Thomas Frank. Il a basculé sur des faits de jeu et sur la perte d'un élément irremplaçable, l'expérience. Deux tournants. Deux moments qui ont fait voler en éclats le plan de jeu de Manchester United. Premièrement, l'entrée en jeu d'Udogie, à la place de Pedro Porro. À cet instant précis, j'ai su que Thomas Frank était un excellent coach. Il a senti que Dorgu commençait à payer ses efforts. Ce changement a permis à Tottenham de prendre définitivement l'ascendant sur ce couloir.
La vitesse, la puissance et la percussion du doji ont immédiatement posé un tout autre problème. Et deuxièmement, le moment décisif, la blessure et la sortie de Harry Maguire. Regardez ce qui s'est passé ensuite. Diogo Dalot est entré, Manuel Ugarte est entré, et le match a complètement, totalement changé de physionomie. Fini le contrôle du milieu de terrain que nous avions avec Casemiro et Bruno, ces joueurs qui savent ralentir le tempo, qui savent tuer un match et forcer l'adversaire à jouer sur leur rythme. C'était terminé. Juste après, Šeško se blesse à son tour, et n'ayant plus de changements disponibles, nous avons dû terminer à 10. Le match n'était plus une partie d'échecs. C'est devenu une attaque-défense en faveur de Tottenham. Et voici une vérité cruelle qu'il faut admettre quand cela se produit. Quand le match perd tout contrôle tactique, nous ne sommes pas assez forts pour rivaliser. Tout simplement. Et nous en avons payé le prix. Pourquoi ? Parce que c'est une leçon profonde sur la qualité de l'effectif et sur la complémentarité des profils. Quand les piliers, ceux qui incarnent l'expérience et l'intelligence tactique, doivent quitter le terrain, leurs remplaçants n'ont pas su combler ce vide. Leurs profils sont trop différents. Un simple changement de joueur a radicalement altéré le tempo et la nature même de la rencontre. Ugarte ne pourra jamais être un remplaçant, poste pour poste, de Casemiro. Jamais. Ugarte est peut-être puissant, mais il court après le ballon, sans jamais chercher le contrôle qui est pourtant la mission première d'un milieu de terrain. Et c'est cette perte de contrôle qui a coûté la victoire à Manchester United. Je n'accable pas l'entraîneur, Casemiro demande à sortir. Dorgu est à bout de force, Amad Diallo se fait constamment déborder. C'est une leçon très amère. Mais elle est aussi très précieuse. Après un tel match, la déception est évidemment immense. Mais de grâce, gardons-nous des critiques acerbes qui laisseraient censés penser que les joueurs n'ont rien donné. Alors oui, chers journalistes, chers commentateurs, dites ce que vous voulez. Pointez du doigt les erreurs individuelles. Analysez les sautes de concentration. Tout cela est juste. Mais il y a une chose qu'aucune statistique, qu'aucun schéma tactique ne pourra jamais quantifier, mais qui crève pourtant les yeux. Cette équipe, elle se bat. Les joueurs se battent les uns pour les autres. C'est une évidence qui me frappe de plus en plus. Ces garçons se battent, ils travaillent dur. Le problème actuel ne vient jamais, au grand jamais, d'un manque d'implication. Ils ont été bousculés, ils ont été menés, mais ils n'ont jamais abdiqué. Ils ont trouvé les ressources pour revenir, et ça pour moi c'est toute la beauté du football. Ce n'est pas toujours une question de plan de jeu parfait. Ce n'est pas toujours une question de combinaison récitée de la par cœur. Parfois c'est simplement une question d'âme, de courage. Le simple fait de se battre pour le coéquipier à côté de vous. Bien sûr, les problèmes sont encore nombreux. Il y a énormément de points à améliorer. Les automatismes, la prise de décision, la constance défensive. Mais les fondations d'une grande équipe, ce sera toujours et avant tout le mental. Dans la prochaine vidéo, j'analyserai plus en détail les changements d'Amorim, car il y a beaucoup de choses à éclaircir. Si vous trouvez ces analyses pertinentes, si elles vous apportent un nouvel éclairage, ou si vous appréciez simplement de faire partie de notre communauté, et si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à soutenir la chaîne via la fonction Super Thanks de YouTube juste en dessous. Chaque contribution, même la plus modeste, est un encouragement extrêmement précieux qui me motive à continuer de produire ce type de contenu.